Ils ont lu ma déclaration sous serment. Ils ont vu ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est vraiment triste que rien ne soit arrivé à Becky Hill. La jurée surnommée Dame aux œufs n'est qu'une des raisons pour lesquelles Alec Murdaugh obtient un nouveau procès dans l'affaire de la mort de sa femme Maggie et de celle de son fils Paul. Maintenant, elle et son avocate s'expriment au sujet de la décision choc rendue par la plus haute cour de l'État. Anjanette Levy et voici Crime Fix, en direct de Columbia, en Caroline du Sud. Je me tiens devant la Cour suprême de l'État. C'est ici que cette décision choque, la décision stupéfiante annulant la condamnation pour double meurtre d'Alec Murdaugh, a été rendue publique. En 2023, un jury a reconnu Alec Murdaugh, un membre éminent d'une dynastie judiciaire de Caroline du Sud, coupable du meurtre de sa femme Maggie et de son fils Paul dans le domaine de chasse familiale de Moselle. De sérieuses questions sont apparues après le procès sur le comportement de la greffière Becky Hill, notamment envers les jurés. Hill a plaidé coupable fin d'année dernière pour manquement dans l'exercice de ses fonctions publiques et parjure en lien avec le procès, mais n'a pas été inculpée de pression sur les jurés. Mais certains pensent qu'elle aurait dû l'être, en particulier la jurée 785. Elle s'appelle Mira Crosby, connue sous le nom de la Dame aux œufs, parce qu'elle a demandé à récupérer une douzaine d'œufs dans la salle du jury, après avoir été renvoyée par le juge Newman avant le début des délibérations. La raison ? Une douzaine. Oui, une douzaine d'œufs. Une douzaine d'œufs. Voici maintenant Becky Hill, lors d'une audience en janvier 2024 qui parle de ses interactions avec la Dame aux œufs. Vous lui avez posé des questions avant même qu'elle ne soit examinée par le juge, n'est-ce pas? Votre honneur, je ne lui ai posé aucune question. Je considère que le greffier du tribunal n'est pas totalement crédible en tant que témoin. Mademoiselle Hill a été attirée par l'appel envoûtant de la célébrité. Au final, les juges ici à la Cour suprême de Caroline du Sud ont estimé que les actions de Becky Hill étaient inappropriées. L'avis unanime a déclaré que, pendant 6 semaines au début de 2023, les yeux de la nation étaient tournés vers le comté de Colton, où l'État a poursuivi l'ancien avocat tristement célèbre, Richard Alexandre Murdaugh, pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. L'État comme la défense de Murdaugh ont présenté habilement leurs arguments au jury, tandis que le tribunal a mené les débats avec habileté dans cette affaire complexe et très médiatisée. Cependant, leurs efforts ont été vains car la greffière du comté de Colleton, Rebecca Hill, a faussé la balance de la justice, privant ainsi Murdaugh de son droit à un procès équitable devant un jury impartial. Et devinez quoi? Ces juges ont en fait cité la Dame aux œufs dans leur avis. La Dame aux œufs était connue sous le nom de jurée 785. Les juges ont écrit, contrairement au témoignage de Hill, la jurée 785 a affirmé lors de l'audience au tribunal de première instance et dans une déclaration sous serment que Murdaugh a jointe à sa demande de nouveau procès. Que Hill l'a interrogée au sujet des publications sur les réseaux sociaux et pour savoir si elle avait été en contact avec son ex-mari. Dans sa déclaration sous serment, la jurée 785 a précisé que Hill, conscient de ses craintes envers son ex-mari, l'a informé que des policiers avaient interrogé ce dernier au sujet des publications. Elle a proposé de rétablir les ordonnances d'éloignement que la jurée 785 avait contre lui et a supposé que les Murdaugh avaient probablement influencé l'ex-mari lorsqu'il a appelé la jurée 785 le matin du verdict. La jurée 785 a affirmé que Hill lui avait demandé si elle et les autres jurés étaient enclins à voter coupable ou non et lui avait dit que tout ce que Murdaugh avait dit était des mensonges. Elle a aussi affirmé qu'avant le témoignage de Murdaugh, Hill avait demandé aux jurés de ne pas se laisser tromper par les preuves des avocats de Murdaugh. Donc, j'aimerais inviter Leg Lady. Elle s'appelle Mira Crosby et elle est aussi l'autrice de Assez, c'est assez. Mira, merci beaucoup d'être venue. Comment allez-vous? Et que pensez-vous de cette décision de la Cour suprême d'annuler la condamnation d'Alec Murdaugh? Et je pense que c'était entièrement justifié. Je ne sais pas qui c'est. Mais il ne pensait pas autrement. Nous avons la justice pour le jury que les enfants. Vous savez, je repense à cette audience en janvier 2024 où la juge Toal ne vous a pas permis de témoigner, mais votre déclaration sous serment a été admise et Becky Hill a été interrogée sur ses interactions avec vous.
Qu'avez-vous ressenti après avoir regardé cette audience? J'étais en colère au début parce que vous savez, tout le monde pensait que je voulais m'enrichir. En écrivant le livre? Je n'ai jamais écrit mon livre avant l'audience probatoire, quand on m'a refusé le droit de raconter mon histoire. J'avais des preuves que le shérif adjoint me maltraitait. Et c'était mal. À tellement de niveaux. Ce qu'elle a dit à la barre, c'était un tas de mensonges qu'elle racontait uniquement pour ce chef d'accusation de parjure. Nous avons passé en revue toute cette audience, et je suis reconnaissante que les juges de la Cour suprême aient fait exactement cela. Ils l'ont lu mot à mot. Ils ont lu le rapport principal. Ils ont lu ma déclaration sous serment. Ils ont vu ce qui s'est passé. Et je pense que c'est vraiment dommage que rien ne soit arrivé à Becky Hill. Eh bien, elle avait bien ses chefs d'accusation pour lesquels elle a plaidé coupable. Le parjure, le manquement au devoir de sa charge publique, l'entrave à la justice. Mais elle n'a pas été condamnée à la prison, c'est bien ce que tu veux dire? Non, je dis qu'ils auraient dû vraiment enquêter sur elle pour subornation de juré. Ils ont dit qu'il manquait de preuves pour l'inculper de subornation de juré. J'ai du mal à le croire alors que la Cour suprême l'a vu. Ils l'ont mentionné dans leur, tu sais, dans une ordonnance. Ils l'ont souligné et rien ne s'est passé. Ils vous ont mentionné. Les juges l'ont fait dans l'avis. Et c'était un avis unanime. Ce n'était pas seulement 3 sur 5. Ils étaient tous les 5 d'accord pour dire qu'Alec Murdaugh méritait un nouveau procès et que Becky Hill avait tort et que ce qu'elle a fait avec le jury était mal. Et ils vous ont mentionné dans leur avis. Qu'avez-vous ressenti en voyant qu'ils vous avaient mentionné et pris en compte votre témoignage dans leur décision? Je me suis sentie justifiée lorsque la presse a commencé à me traiter de tous les noms et toutes les choses qui étaient dites sur moi et sur l'histoire qui a été racontée. Je me suis sentie réhabilitée. Qu'est-ce qu'on disait sur toi? Eh bien, que je n'étais pas crédible. On a beaucoup parlé sur moi, disant que j'écrivais pour Monsieur Murdaugh en prison. Je ne l'ai jamais rencontré, seulement vu au tribunal. Différentes choses ont été dites. Après l'audience, on répétait, elle n'est pas crédible. C'est une menteuse. Elle parle à celui-ci et à moi. Elle parle de quelqu'un. Non, c'est faux. Le juge a posé des questions à Mademoiselle Hill à ce sujet, sur le fait de me parler, et elle a menti à ce propos. Et elle a dit aux journalistes, quand le juge a parlé de ça et a demandé « Eh bien, est-ce que vous savez que Mademoiselle Newman a dit qu'il n'était pas content que vous me parliez ?» Elle a quand même nié. Donc, je veux dire, maintenant vous avez le bureau du procureur général qui dit que c'était une erreur sans conséquence. Ce n'est pas une erreur sans conséquence. Oui, éphémère et insensé. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont qualifié ces commentaires dans leur argumentation. Quoi? Revenons au moment où Becky Hill t'a approché pour la première fois. Et c'était par l'intermédiaire de Monsieur Bill, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, madame. Nous étions tous dans la salle du jury et Monsieur Bill est entré dans la salle du jury. Il m'a appelé et m'a dit qu'il avait besoin de me parler. Donc j'ai quitté la salle du jury et elle m'a emmené dans un bureau privé et c'est là qu'elle m'a interrogé au sujet de la prétendue publication Facebook qui n'a jamais été vue. Et que s'est-il passé pendant cette conversation? Je lui ai demandé de me la montrer mais elle ne l'a pas trouvée. Elle m'a demandé si j'avais des conversations avec mon ex-mari, si j'avais bu avec mon ex-mari et si j'aimais donner mon avis à ce sujet. Procès, et j'ai dit auparavant que je n'avais pas vu mon ex-mari depuis plus de 10 ans. Elle a utilisé son téléphone pour consulter ma page Facebook. Je me suis connectée dessus et elle a dit « Laisse-moi voir s'il partage ton mari ». Je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui montrer sur ma page Facebook parce que j'ai été bloquée et je lui ai dit que j'avais partagé la tienne contre lui. Et j'étais vraiment bouleversée et elle m'a demandé « Eh bien, tu t'es décidé à propos d'Alec ? Tu sais, si j'avais pris une décision concernant le verdict ?» Et j'ai dit non. J'ai dit, tu sais, je veux juste tout entendre. Je ne suis pas décidée pour l'instant. Et je pensais que c'était fini. Mais ce n'était pas le cas. Cet après-midi-là, j'étais vraiment paniquée.
Nous sommes retournés dans la salle d'audience. J'avais cette pensée, tu sais, de l'exprimer. De toi, j'avais... Et cet après-midi-là, nous avons fait une pause. Je suis descendue parce que je fume et je suis allée avec les fumeurs et j'étais visiblement bouleversée. Et j'ai demandé à l'un des agents d'appeler Becky pour qu'elle descende là où nous étions. Et elle est descendue et elle m'a rassurée en me disant que Glad, et je ne sais pas si c'était le comté de Colleton, Ils sont tous sortis là-bas et ont parlé à mon ex-mari et soi-disant, il était ivre et a dit qu'il avait retiré la publication. Et elle a dit qu'elle avait parcouru l'ensemble. je suppose qu'ils avaient une sorte de liste que... Quand il est venu au tribunal, ils ont vérifié sa mémoire à travers lui et elle m'a assuré que son nom ne serait pas mentionné. Comment c'était quand vous avez été convoqué dans le bureau du juge Newman et qu'il vous a ensuite interrogé? Eh bien, il m'a posé des questions quand je suis arrivée. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou ce que je n'ai pas le droit de dire. Quand je suis entrée, il m'a demandé si je savais pourquoi j'étais là et j'ai répondu oui. C'est le bureau de Becky, je suis sa sœur. Et il a demandé, il a dit, Est-ce que j'ai parlé à mon ex-mari? Et j'ai répondu, je ne savais pas que tu étais avec lui. Et il a dit, eh bien, tu sais, nous avons eu un divorce difficile et j'ai obtenu une ordonnance restrictive. J'étais déconcertée. et il t'a écarté. D'après ce que j'ai entendu et selon la transcription, tu sais, on aurait dit qu'il disait que tu avais parlé avec tes locataires de l'affaire. Et mes deux locataires ont catégoriquement dit que nous allons vouloir... Donc, pour la suite, est-ce que tu vas suivre cette affaire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer ma vie et passer à autre chose. Tu sais, j'ai écrit le livre, comme tu l'as dit, parce que trop c'est trop, pour pouvoir raconter mon histoire. Tu sais, je veux dire, beaucoup de choses ont changé grâce à la banque alimentaire et c'est ce que je fais. Et qu'elle ait été assassinée, je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'il aura un procès équitable. Et puis malheureusement, je ne pense pas qu'il arrivera jamais quoi que ce soit à Becky Hill à cause de ce qu'elle s'est fait à elle-même, mais elle devrait vraiment être poursuivie en justice. Pour avoir influencé les jurés. Oui, madame. Pensez-vous qu'Alec Murdoch est réellement innocent? Ou bien, à ce jour, avez-vous une opinion? Vous avez assisté au procès pendant 6 semaines. Elle n'a pas pu délibérer. Pensez-vous qu'il est réellement innocent? Pensez-vous que l'État a prouvé sa thèse? Je n'ai pas d'opinion quant à savoir s'il est coupable ou innocent. J'ai encore des questions qui n'ont pas trouvé de réponse. À ce jour, quelles sont ces questions? Ma première question serait, vous savez, Pourquoi n'y avait-il aucune arme du crime? pourquoi Sled a-t-il menti à propos de l'arme? Vous savez, si vous avez assez de preuves pour juger quelqu'un pour meurtre, alors... Vous dites avoir ces éléments, pourquoi l'affirmer si vous ne les avez pas? Ne les avez pas? C'est juste qu'il y a trop d'incertitudes. La chronologie ne correspondait pas pour... J'avais des questions à ce sujet qui auraient peut-être eu réponse si j'avais été dans la salle du jury. Mais c'était des questions valables et vous savez, je voulais tout entendre avant même de commencer à délibérer. Je pense que c'est ce qu'un juré est censé faire. Donc Mira, tu pousses pour que Becky Hill soit réellement poursuivie pour influence illégale sur les jurés à la lumière de cet avis des juges de la Cour suprême. Je pense qu'elle devrait l'être. Mira Crosby, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Maintenant, j'aimerais inviter Joe McCullough. Il est l'avocat de Mira Crosby, il représente aussi Jersey, et il est un ancien associé et ami de longue date de l'avocat d'Alec Murdoch, Dick Harpootlian. Alors, Joe, merci beaucoup d'être venu ici à la Cour suprême avec nous. Votre réaction tout d'abord au fait que l'affaire soit renvoyée pour un nouveau procès? Ce n'est pas une surprise. D'après ce que j'ai vu, et je suis impliqué dans cette affaire depuis avant le procès pour meurtre. Et sachant ce que je savais en entrant dans le procès, en regardant le procès, puis en regardant les plaidoiries devant la Cour suprême, cette décision était inévitable. C'est un dénouement anticlimatique. C'est un dénouement anticlimatique, mais une décision intéressante. Une décision intéressante parce qu'elle a sévèrement mis Becky Hill en cause. Il a dit qu'elle avait fait pencher la balance de la justice
Et c'est quelque chose que je pense que nous avons tous vu lors de cette audience en janvier 2024. Vous savez, c'est l'une des décisions d'annulation les plus polies que j'ai lues en 49 ans. Personne n'en subit vraiment les conséquences, à part le greffier du tribunal. J'ai trouvé intéressant que l'affaire et la vie dépassent vraiment ce cadre. Mépris concernant la mauvaise conduite du greffier du tribunal. En fait, si vous me permettez, la note de bas de page, l'une des notes de bas de page dit, comme le suggère le titre de son livre, il s'avère que Hill était très occupé derrière les portes de la justice, sapant l'intégrité du système judiciaire qu'elle avait juré de défendre. Donc, je veux dire, la Cour suprême n'a pas mâché ses mots en la critiquant. Et ce nouveau procès, cette annulation, est entièrement fondé sur sa mauvaise conduite. Et, en cette page, il traite des questions financières. Et ce que certains qualifieraient d'erreur de la part du juge, d'autres diraient que le parquet est allé trop loin, en présentant trop de preuves qu'il savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient inacceptables et qu'elles entraîneraient des préjugés et peut-être une nouvelle décision. Mais sans la manipulation du jury, je ne suis pas certain que les questions liées à l'article 404B auraient suffi à obtenir un nouveau procès. Nous avons entendu Mira plus tôt, mais comment va le Jersey Mandy? Eh bien, Mandy est soulagée. Elle est stressée. Elle n'aime pas cette attention. Et en fait, mon rôle en tant qu'avocat de Mira Crosby et de Mandy a commencé lorsqu'elles m'ont demandé d'intervenir et de demander à la presse de ne pas leur parler. À un moment donné, je pense qu'ils ont estimé qu'en raison du comportement de Mademoiselle Hill, ils devaient m'en parler, voilà. Ces informations devaient sortir et ils ont été très courageux parce qu'ils pensaient à l'époque et pensent encore aujourd'hui, maintenant qu'ils sont réhabilités encore plus, qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable. À quoi ressemble le deuxième procès selon vous? Parce que ce sera un procès très différent, puisque les preuves des crimes financiers seront autorisées, mais dans une moindre mesure. Eh bien, en tant que procureur et avocat de la défense pendant la majeure partie de ma carrière, j'ai rejugé beaucoup d'affaires, et c'est difficile. Difficile dans un sens parce qu'on a l'impression de réchauffer du déjà-vu, mais c'est aussi un défi différent parce qu'on a déjà un scénario. Vous savez ce que l'autre partie a fait lors du premier procès. Vous faites des ajustements, vous utilisez différents témoins, vous adoptez différentes approches. Et il y a quelques éléments importants, je pense, sur lesquels nous verrons des changements. Je pense surtout que l'accusation adoptera un autre mobile. Ils n'auront pas l'avantage d'une semaine et demie de preuves financières, de preuves, parce que la Cour suprême dit que le prochain juge ne permettra pas cela. Ils peuvent en avoir un peu, mais pas assez pour établir ce mobile de la manière significative qu'ils ont essayé de faire ou qu'ils ont réussi à faire lors du premier procès en suscitant des préjugés contre lui. Donc je pense qu'on verra un mobile différent. Peut-être, comme je l'ai suggéré à un moment donné, la folie passagère que nous appelons aussi l'annihilation familiale. C'est quelque chose que l'on peut trouver sur Google, ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent. En fait, Creighton Waters a utilisé cela dans sa plaidoirie finale. L'autre ajustement, je pense, concerne la liste des témoins. Cousin Eddie, le célèbre cousin Eddie, pourrait très bien, dans ce procès, apparaître comme témoin de l'accusation. Beaucoup ont débattu lors du premier procès sur son témoignage, mais l'accusation a choisi de ne pas le faire témoigner. Nous verrons leur décision cette fois-ci. Et cousin Eddie, il semble que son affaire soit toujours en cours. Elle n'a pas été résolue. Donc, selon vous, l'État le garde-t-il simplement en réserve? Cousin Eddie est, vous pouvez dire qu'il est en réserve, ou bien qu'il le couve comme une poule couve un œuf. Pleinement, à mon avis, en anticipant la réelle possibilité d'un nouveau procès, et ils veulent garder toutes leurs options ouvertes. La Cour suprême de Caroline du Sud veut vraiment que les affaires avancent. Elles ne veulent pas que les dossiers prennent de l'âge. Donc je pense, vous savez, je suis sûr que cela, Eddie et ses avocats aimeraient voir ces affaires résolues, mais le parquet n'a pas jugé bon de le faire. Je pense qu'ils voulaient le garder en réserve pour l'utiliser. Que pensez-vous d'un dépaysement? La défense va-t-elle demander un dépaysement dans cette affaire? Eh bien, je veux dire, mon bon ami Mark Tinsley pense que cela devrait rester à Colleton.
je ne suis pas certain que la défense sera d'accord avec cela. Je pense qu'ils sont préoccupés par le fait que c'est un très petit comté où tant de choses concernant cette affaire se sont déroulées lors de ce premier procès de 6 semaines. Et cela pourrait créer une difficulté insurmontable pour sélectionner un jury qui puisse être impartial et objectif, vous savez, des jurés sans idées préconçues. Ça va être un défi. C'est un petit comté avec un nombre limité de personnes. Il suffit sans doute d'appeler tous les habitants du comté de Colton et d'espérer que ça fonctionne. Selon vous, quand ce procès se tiendra-t-il? Eh bien, voilà une question intéressante. Le procureur général a annoncé hier qu'il avait l'intention de faire rejuger cette affaire très bientôt. Et cela soulève 2 points. Premièrement, il a avancé que la nécessité d'un nouveau procès était pour les victimes. Je ne suis pas certain que les victimes dans cette affaire, la famille Murdoch et la famille de Maggie, seraient en faveur d'un nouveau procès. Je n'en suis tout simplement pas sûr. Mais en second lieu, le procureur général, M. Wilson, est en pleine campagne électorale pour le poste de gouverneur. Va-t-il donc prendre 4 semaines sur sa campagne entre maintenant et l'élection de novembre pour s'asseoir à la table des avocats et diriger les opérations comme il semblait le faire lors du premier procès? C'est beaucoup demandé, donc je ne sais pas. Mon estimation est 27, mais je peux me tromper. Je peux me tromper, je peux avoir raison. Je peux avoir raison, mais je pense que les 2 camps se préparent à la guerre avant novembre et s'y préparent activement. Alec Murdoch va-t-il témoigner au prochain procès? Eh bien, je sais ce que je sais grâce à des conversations, que tout le monde du côté de la défense n'était pas d'accord avec cette décision et que c'était finalement sa décision à lui. Parce que l'affaire va être jugée de manière très différente. Je pense qu'il y aura une toute autre discussion. Et je pense, ma prédiction, c'est qu'il ne témoignera pas. Et je pense qu'on pouvait le voir à leur langage corporel la dernière fois de ton bon ami Dick Harpetlian et de Jim Griffin. Je crois qu'on pouvait deviner à la façon dont ils se comportaient qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette décision. Eh bien, tu sais, j'ai parlé avec eux et je ne parlerai pas de cette conversation, mais je crois qu'ils ont dit publiquement que cette décision appartenait à M. Murdoch, qu'il était un avocat plaidant expérimenté et qu'il pensait pouvoir convaincre, être persuasif devant un jury. Qu'il ait eu tort ou non, peut-être, étant donné ce que nous savons maintenant, ce qui se passait en coulisses avec la greffière qui influençait le jury, comme la Cour suprême le reconnaît maintenant, il se pourrait que cela n'ait pas eu d'importance à quel point il était persuasif. Nous verrons lors du 2e procès. Nous verrons. Jim McCullough, merci beaucoup. D'accord. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Anjanette Levy, en direct de la Cour suprême de Caroline du Sud. Je vous retrouve ici la prochaine fois.